Saviez-vous qu'en 2024, 18 ans après le lancement du Blu-ray et 8 ans après l'arrivée du 4K, le format vidéo physique le plus vendu est le DVD, au point où certains films ne sortent même plus qu'en DVD. Alors le Blu-ray, qui devait à l'époque être une révolution, a-t-il vraiment été un échec cuisant? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Bienvenue dans un futur qui n'a jamais vraiment existé. Visionnaire, hein, cette petite pub. Changer la façon de regarder des films pour toujours. C'était il y a 15 ans et le Blu-ray de toute évidence n'a pas remplacé le DVD. Loin de là, c'est même pire que ça. Avez-vous vu Falcon Lake, Gagarine ou Memoria? 3 très bons films selon la rédac, mais surtout 3 films esthétiquement sublimes. Et pourtant, ils n'ont pas eu le droit à une sortie en HD, c'est-à-dire en Blu-ray, en France. Pourquoi ? Eh bien parce que les éditeurs ont considéré, probablement à raison, qu'ils vendraient moins de Blu-ray que de DVD. Aujourd'hui, pour regarder le dernier Apichatpong Vera Cool, si on est acheteur de physique, il faut se contenter d'une technologie qui date de la fin des années 90. Peut-être allez-vous me dire que cette technologie est toujours aussi efficace, comme le CD par exemple. Et en effet, le DVD reste une invention assez dingue, on va y revenir. Toutefois, factuellement, il n'est plus adapté à l'état général des autres technologies de vidéo domestiques. Hello, j'interromps moi-même pour vous parler de la BD dont on est partenaire, Guns and Gremlins, édité chez Ankama. Il s'inspire donc de bestioles que personnellement j'adore, à savoir les Gremlins. Alors aujourd'hui elles ont été popularisées évidemment par le film de Joe Dante, mais il s'agit bel et bien d'une légende de l'aviation pendant la guerre qui n'a étonnamment pas souvent été exploitée au ciné. C'est le sujet d'un excellent épisode de la 4ème dimension, Cauchemar à 1000 pieds, ainsi que d'une série B bien bourrin sortie il y a peu, Shadows in the Clouds. Et en bande dessinée, c'est le sujet choisi donc par David Astada, Guillaume Leblanc et Féline, qui choisissent de vraiment s'emparer du contexte de la Seconde Guerre mondiale. Ils font un choix même qui pourrait paraître curieux, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à des soldats japonais, principalement à ceux qui ont été sacrifiés en tant que kamikazes à la fin de la guerre. Mais c'est en fait une excellente idée, qui permet de creuser un peu l'imaginaire mortifère de ces créatures, désossant les avions, lesquels cachent finalement une vérité bien plus glauque. Bien entendu, ça reste aussi un pur concentré de pop culture, rassurez-vous, dont le découpage est très inspiré du cinéma et qui se lâche souvent sur les rations de ketchup. Et perso, je suis assez fan du design des Gremlins en question, à la fois assez rigolo et très méchant, un peu dans le style de Critters par exemple. Je vais pas montrer à quoi ils ressemblent puisqu'ils arrivent un peu tard dans le récit. Ça sort ce 25 octobre dans toutes les bonnes librairies. Pour faire simple, listons les différences entre le DVD et le Blu-ray, uniquement en ce qui concerne les spécificités techniques de l'image. Je vais schématiser à mort, n'étant pas du tout un expert de la technique et n'ayant pas le temps de faire une description exhaustive. Un DVD vidéo, ça peut donc contenir un film et potentiellement des bonus jusqu'à un peu moins de 9 Go. Dans l'immense majorité des cas. En effet, la plupart des disques commercialisés sont des DVD 5 ou des DVD 9, c'est-à-dire à simple ou double couche, mais avec une seule face. Il a existé des DVD à 2 faces, donc à retourner en cours de film, mais ça reste assez rare et comme on dit dans le jargon technique, hyper relou. Et ils compressent les films pour les afficher, et c'est l'info la plus importante, avec une définition de 720 x 576 pixels ou de 720 x 480 pixels, c'est ce qu'on appelle la SD. Le Blu-ray, quant à lui, dans son format DL, donc double layer, donc double couche, peut contenir jusqu'à 50 Go de vidéo, mais certains autres disques, notamment les disques 3D, peuvent monter jusqu'à 100 Go. Il compresse avec plusieurs codecs et surtout atteint une définition de 1920 x 1080 pixels, soit 1080p. Et si vous vivez à un endroit avec une connexion internet pas trop dégueu, vous regardez probablement cette vidéo dans ce format. Par contre, celui qui a écrit en commentaire que Déborah était ma sœur, il doit regarder ses vidéos en 144p. Donc monsieur, il faut cliquer sur la petite roue crantée juste ici. Bref, ce format, c'est ce qu'on appelle la fameuse HD. Et le truc, c'est que si le marché des formats vidéo n'a pas évolué de manière uniforme, le marché des téléviseurs ne les a pas attendus. La quasi-majorité des foyers équipés en téléviseur le sont désormais en HD, et je ne compte même plus les écrans 4K, eux aussi en train de devenir une norme. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, et on va revenir sur les raisons de ce retard. Mais les personnes qui achètent des DVD et les regardent sur leur TV 4K HDR, c'est un peu comme si elles utilisaient une Lamborghini pour aller à la déchetterie. C'est parfaitement valide, et à mon humble avis, vaut mieux recycler ces déchets que faire des donuts sur le parking du Lidl, reste que ce gouffre entre les écrans et les disques les plus vendus est pour le moins étonnant. La logique aurait voulu que le Blu-ray remplace le DVD comme le format de référence, de la même manière que le DVD a remplacé la VHS, s'adaptant ainsi à l'évolution des usages. Mais ça n'est pas arrivé, donc quelque chose a déraillé en cours de route. Et chercher cette chose, c'est
très intéressant. Pour comprendre d'où vient le problème, il faut faire un peu d'histoire. Promis, ça a de l'importance. L'histoire de la vidéo domestique moderne, telle qu'on la considère aujourd'hui, commence non pas avec la VHS, mais avec Betamax. C'est la technologie de Sony qui a été commercialisée en premier, ce qui d'ailleurs n'a pas vraiment plu au studio au début. Il y a même eu un procès intenté par Disney et Universal qui a accusé le géant de la tech de pirater leur industrie. Mais bon, ils n'ont pas tenu évidemment face à la marche des choses, et très vite une Fox en difficulté a vendu les droits de ses films à Magnetic Video. Et puis bien sûr, la concurrence est arrivée, à savoir JVC qui a débarqué avec sa fameuse VHS. C'est donc en suivi la première, mais pas la dernière, bataille des formats physiques, Sony contre JVC, la Betamax contre la VHS. La guerre était déclarée. Côté Betamax, une meilleure qualité d'image. Côté VHS, le porno. Côté Betamax, une taille réduite. Côté VHS, le porno. Côté Betamax, plus de capacité d'enregistrement. Côté VHS, le porno. Non, désolé, c'était un peu une légende urbaine. D'une part, les deux formats ont varié tout au long de leur existence, les comparer étant donc un poil plus compliqué que ça. D'autre part, JVC n'a pas vraiment gagné grâce au porno, comme on le lit beaucoup sur le web. La réalité est plus complexe, mais beaucoup s'accordent à pointer du doigt les différences de stratégie des deux marques. Là où JVC licenciait sa technologie à des tiers, Sony interdisait à d'autres marques d'utiliser sa technologie. Le résultat, c'est que les Betamax coûtaient plus cher. VHS a donc triomphé et a initié la fameuse culture des vidéoclubs qui a eu un impact non seulement sur la démocratisation de la vidéo domestique, mais aussi sur les finances des studios qui voulaient l'interdire et sur tout simplement le système industriel du cinéma. Il suffit de regarder notre décor pour voir qu'on en est encore emprunt. C'était un incontournable, du moins jusqu'à l'apparition de ceci. Non, pas de ça, il faudrait y revenir d'ailleurs, mais ceci, le Digital Versatile Disc, le DVD. Et le DVD, c'était pour le coup une véritable révolution. And this is what happens when you watch DVD. Le DVD, c'est tellement immersif que votre film va tenter de vous assassiner. Le DVD, c'est développé par Sony, Toshiba et Panasonic. Le DVD, ça prend moins de place. La qualité d'image est largement supérieure et stable. Pour le DVD, il n'y a pas besoin de rembobiner et il possède des bonus, des contenus additionnels. Il peut avoir plusieurs pistes audio et surtout, le DVD n'a pas de concurrence. Et oui, c'est là où je veux en venir. Sous l'impulsion de Warren Lieberfarb, patron de Warner Home Video, les mastodontes de la tech mondiale se sont miraculeusement mis d'accord autour d'un standard absolu. Évidemment, ça s'est fait au terme de joutes acharnées qui ont été documentées en 2002 dans un article de l'Express passionnant que je vous mettrai en description, mais le compromis trouvé a surtout été très bénéfique pour le consommateur. Cette présence unique sur le marché va de pair avec les évolutions techniques indéniables. Et résultat, le DVD est une véritable déflagration. Il s'est démocratisé à une vitesse impressionnante. Aux États-Unis, il dépassait les 10 milliards de dollars de recettes en 2003, les 15 milliards en 2004, jusqu'à atteindre le pic vertigineux de 16,3 milliards en 2005. Et oui, si toutes les braderies du coin croulent sous les DVD, c'est parce que dans les années 2000, tout le monde achetait des DVD. Autant dire que le Blu-ray, lancé en 2006, avait toutes les chances de prendre la relève. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Oh merde! Oh, c'est con ça! Alors déjà, il y a eu un bon gros timing de merde, on peut le dire. Le truc a débarqué en grande pompe accompagné de lecteurs super chers quelques mois avant le début de la crise des subprimes qui n'a pas fait beaucoup de bien à l'économie mondiale, vous n'êtes pas sans le savoir. Et puis bien sûr, il y a l'éléphant au milieu de la pièce, enfin le N au milieu de la pièce, à savoir bien sûr le streaming et notamment Netflix qui a lancé sa plateforme en 2007. Mais ne nous avançons pas trop, en 2006 Netflix est encore un vidéoclub par correspondance qui envoie donc à ses clients des DVD. L'une des raisons pour lesquelles le Blu-ray ne se vend pas plus que ça, c'est aussi parce que les gens ne voient juste pas trop la différence. C'est pas exactement la même chose qu'entre la VHS et le DVD. Alors aujourd'hui la différence saute aux yeux, mais à l'époque, c'était pas forcément le cas, d'autant que la course à la technologie n'a pas vraiment encouragé les studios à proposer les meilleurs masters pour leurs films. Les features en plus sont assez maigres. À l'époque du DVD, les bonus ont quand même changé beaucoup de choses, c'était du jamais vu. Il y avait même, rappelez-vous, des petits jeux ou des bonus cachés. Konnichiwa. Le Blu-ray, lui, ajoute en plus le BD Live. Le BD Live. Si, le BD Live qui permet d'aller chercher du contenu directement sur le web. Qui l'a oublié, hein? Tout le monde. Et puis comme toujours, il y a le prix. Ok, les lecteurs DVD n'étaient pas tous donnés à leur début, mais là on te suggère aussi de choper une télé Full HD
ce qui est encore moins donné. Et enfin, il y a la guerre, encore. Et oui, car cette fois-ci, personne ne s'est mis d'accord. Ils ont bien essayé, hein, mais en vain. Et Sony en a profité pour contre-attaquer. Et c'était pas gagné, puisque le favori à l'époque, c'était non pas le Blu-ray, mais le HD DVD, développé par Toshiba. Si je dis qu'il était favori, c'est parce qu'il avait les faveurs du DVD Forum, une organisation censée gérer la vidéo domestique, née avec le consortium autour du DVD et qui regroupe plusieurs acteurs du milieu. Mais Sony a débarqué sur le marché et a forcé les studios à choisir leur camp. Alors la guéguerre était amusante, mais elle n'a pas fait beaucoup de bien aux consommateurs qui s'est retrouvé face à deux options, en sachant très bien, puisqu'il se rappelait de Betamax, petit ange parti trop tôt, que l'un d'eux allait s'imposer et que l'autre serait relégué aux oubliettes. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque le HD DVD a fléchi en 2008 quand Warner a annoncé son soutien au Blu-ray. On a une situation au niveau mondial qui est plutôt favorable au HD DVD. Hein. En France, sur les lecteurs haute définition, on a plus de 70% de part de marché. C'était il y a 12 ans, donc on va être très honnête. On avait aussi quelques mois d'avance sur le Blu-ray, donc on jouait avec les parts de marché, mais on n'était pas exactement à périmètre équivalent. Et les consoles de jeux se livrent une guerre incroyable entre la PS3 et la Xbox 360. Et là, la fin de l'année 2007 se passe plutôt très bien pour le HD DVD, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. On est à quelques heures de partir au CES de Las Vegas où 75-80% de notre stand est autour du HD DVD. Et là, je me souviens très très bien, c'était le samedi 5 janvier 2008 et j'ai été réveillé à 6h du matin par le patron monde du HD DVD qui m'a dit il y a un problème. Donc après que je lui ai dit que le premier problème est qu'il me réveillait à 6h du matin. Donc qui vous appelait du Japon? Il m'appelait du Japon pour me dire tu pars dans quelques heures à Las Vegas, tu vas être dans l'avion avec beaucoup de journalistes et beaucoup de clients. Sache que la nuit dernière, Warner a annoncé son soutien définitif au Blu-ray et que très certainement le HD DVD, parce que Warner part dans l'aventure Blu-ray et exclusivement sur le Blu-ray, des retailers comme Best Buy, comme par hasard aux États-Unis, ou Walmart ont également annoncé qu'ils allaient supporter le Blu-ray et non plus le HD DVD. Et malheureusement là, ça a été un petit peu comme les dominos. Voilà, c'est l'effet domino. Toutes les majors ont suivi et un mois plus tard, Toshiba rendait les armes. Sony a pris sa revanche sur le marché vidéo et il en avait bien besoin, car il avait tout misé sur lui, notamment pour sa console, la PlayStation 3. Et oui, ça aussi, c'est du Blu-ray. Autant dire que si vous aviez acheté un lecteur HD DVD, vous pouvez vous en servir pour caler la porte. La PS3 de son côté a effectivement joué un rôle dans la diffusion du format Blu-ray, mais pas assez pour l'emmener vers les mêmes cimes que le DVD. Quelques années après, en 2012, le bilan était pas folichon. Dans un article des Échos, on peut lire, je cite, « Sur les 4 premiers mois de l'année, les ventes de disques Blu-ray ne pèsent que 18,7% en valeur du marché français de la vidéo physique. » Alors la part de marché va augmenter, mais elle va jamais vraiment dépasser celle du DVD, et ce jusqu'en 2021 où elle représente toujours 33% en France selon le baromètre CNC-GFK. C'est pas compliqué, le Blu-ray a échoué à remplacer le DVD. Et ce n'est pas la promesse du Blu-ray 3D annoncée dans la foulée d'Avatar qui a arrangé les choses. À force de post-conversion nulle et de l'opportunisme de l'industrie, les téléviseurs 3D ont disparu en même temps que les films en 3D. Rapidement, les constructeurs ont arrêté les frais jusqu'en 2017 où CNET annonçait dans un article sobrement intitulé « Le corps agonisant de la télévision 3D s'effondre mort » que les deux derniers fabricants majeurs de télé 3D, Sony et LG, jetaient l'éponge. Certains disent qu'ils peuvent encore apercevoir les nuits de pleine lune, un Antoine Desrues éploré, déambulant dans les rayons de la Fnac Montparnasse à la recherche d'une télé qui pourra lire son Blu-ray 3D d'Avatar 2. Et moi, je pleure encore quand je me rappelle de La créature du lac noir en 3D, une expérience perdue à jamais. Puis bon, évidemment, il y a la SVOD. Les ventes de DVD commençaient déjà à baisser avant l'explosion de cette industrie, mais elle n'a pas arrangé les choses. D'autant que le Blu-ray essayait alors de prouver sa valeur. Les plateformes de streaming ont juste bouffé le marché de la vidéo, comme Spotify a bouffé celui de la musique. Alors le Blu-ray a moins chuté que le DVD, mais c'est parce qu'il partait de moins haut. Selon des chiffres du Nash Information Service and Digital Entertainment Group, putain faut le dire ça, aux États-Unis, les ventes de Blu-ray ont pesé 2,37 milliards de dollars en 2013, la meilleure année, contre 1,8 milliard en 2018. C'est toujours moins que le DVD,
qui est à la même date à 2,2 milliards de recettes, soit quasiment l'équivalent du pic de vente du Blu-ray qui n'atteindra plus jamais. Non seulement le Blu-ray n'a pas conquis Hollywood, mais il n'a pas conquis le DVD. Les deux industries sombrent de toute manière ensemble. En 2023, on apprenait que le géant du commerce électronique Best Buy allait arrêter de vendre des disques d'ici l'année d'après. Et c'est un peu triste parce que rappelez-vous que si vous voulez voir ceci ou ceci, c'est plus possible. Parce que les services de SVOD font absolument ce qu'ils veulent et les films qu'ils proposent ne vous appartiennent pas. Vous ne pouvez pas les prêter, vous ne pouvez pas les collectionner et surtout vous ne saurez jamais combien de temps vous y aurez accès ou même si vous y aurez accès à nouveau un jour. Faut pas compter sur des boîtes pareilles pour prendre soin de leur catalogue. Et aujourd'hui alors, ce n'est pas parce que le format n'est pas devenu un standard qu'il est mort, bien au contraire. À l'ère de la SVOD, les consommateurs de Blu-ray sont pour la plupart des cinéphiles chevronnés, qui assument parfois un geste quasiment militant. En ressort l'impression que la demande est désormais plus ou moins scindée en deux. Les acheteurs occasionnels vont au moins cher, donc souvent le DVD. Les acheteurs passionnés apprécient les éditions Blu-ray plus sophistiquées. Et le fait est que ces deux acheteurs peuvent totalement coexister. Bien qu'on annonce le format physique en état de mort clinique à peu près tous les 6 mois, il est toujours vivant. Toujours la banane, toujours debout. Des tas d'éditeurs font un travail formidable. Et il y en a même qui naissent encore de temps en temps. Seulement, il doit faire face à un autre problème, l'augmentation des coûts de production. Certains, comme Uncut Movies, choisissent de cesser le combo Blu-ray-DVD. D'autres ont parfois choisi de sacrifier le Blu-ray parce qu'en plus de ces coûts, ils exigent une licence payée à Sony. Mais qu'importe, d'une part, le grand public reste attaché au DVD, à ses bonus et à la possibilité de posséder un morceau de pellicule à moindre coût, d'autre part, les passionnés sont très loin de baisser les bras, de même que les éditeurs. Plus de 40 ans après le procès contre Betamax, grâce au streaming, les grands studios sont finalement parvenus à reprendre le contrôle de la chaîne de diffusion de leurs œuvres. Mais le disque, qu'importe le succès de sa technologie, qu'il soit acheté par une famille enthousiaste ou un collectionneur exigeant, est resté un moyen pour l'amateur de cinéma de profiter librement de ses films préférés. Et en SD, en Full HD ou en 4K, un bon film reste un bon film. Je précise car je sais qu'il y a des chances que cette vidéo soit vue par des technophiles bien plus experts que moi, qu'il s'agit d'une humble tentative de vulgarisation qui résume très fortement les choses. À ce sujet, je vous conseille la chaîne de Le Labo de Jay, que j'avais contacté à l'époque où je bossais sur les Blu-ray 4K de James Cameron et qui fait des reviews et des vidéos assez passionnantes et précises. Je tiens aussi à remercier François Sorel qui nous a donné l'autorisation d'utiliser son podcast chez Jérôme et François, je vous conseille l'épisode entier. Cette vidéo est adaptée de mon article écrit sur Écran Large, article qui aborde quelques sujets supplémentaires, notamment la maladie qui pourrait pourrir vos Blu-ray. Le lien est dans la description. Ces dossiers prennent beaucoup de temps et donc de ressources à faire. Donc si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à nous soutenir avec un abonnement sur le site. Ça coûte moins cher qu'un DVD et ça vous donne accès en plus à d'autres dossiers, c'est bien fait. Et puis si vous voulez l'histoire bien plus croustillante d'un autre échec et pas des moindres, vous pouvez regarder celle sur Quibi, le service de SVOD qui voulait concurrencer Netflix, mais qui s'est complètement planté. C'est juste ici. A plus.